Que va-t-il se passer ce soir? Évidemment, il y a un suspense capital. On va entendre ce moment de son dénouement et surtout les réactions que cela suscite. Ce qu'on vient d'entendre là est le dernier développement, c'est-à-dire ce coup de fil entre Bruno Retailleau et Emmanuel Macron avec Valérie Nataf, des conditions. Oui, voilà, c'est ce qu'on appelle les fameuses lignes rouges, vocable qui est rentré maintenant dans notre vocabulaire commun. Il s'agit de dire, voilà les conditions dans lesquelles je pourrais continuer à participer au socle commun. On ne sait pas encore si c'est socle commun ou gouvernement, mais c'est pas un macroniste comme Premier ministre, pas quelqu'un de gauche, un socialiste pour le dire vite, et surtout pas de gel de suspension des retraites. Donc c'était déjà pas facile, la porte se referme avec fracas. Expliquez-nous bien ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'hypothèse d'un gouvernement de gauche, qui aurait paru peut-être impensable il y a encore quelques semaines, est en train de prendre corps. Pourquoi ? Vous croyez vraiment qu'elle prend corps, en fait ? Vous pratiquez le doute, constructif. Non, mais je vous vois dire qu'elle prend corps, j'entends ce que vient de dire Valérie Nataf, et je me rends compte que si elle prend corps, elle s'est quasiment auto-dissoute devant nous, quoi. C'est les fameux... Vous savez, aujourd'hui, c'était quand même assez désespérant, c'est-à-dire qu'on avait Marine Le Pen qui était, en fait, dans ce salon de l'élevage, entourée de paysans, avec une image qui montrait qu'elle était proche des gens, au fond, entourée de tout le monde, en campagne, et on avait de l'autre côté le bal des prétendants qui allait à Matignon, et sans doute y aller avec toute la meilleure volonté du monde, c'est pas ça que je veux dire, mais ça donnait une espèce de décalage, au fond, entre le monde réel qui semblait du côté de Marine Le Pen et le monde artificiel qui semblait de l'autre côté. Je vois que vous faites comme ça de la tête. Mais je n'attends qu'une chose, c'est que vous me disiez que j'ai tort, en fait. Et qu'enfin, il va y avoir un miracle, un Premier ministre de gauche, de droite, du milieu, et qu'enfin, ils vont se mettre à travailler ensemble. Moi, j'attends que ça, en fait. Que l'habileté et que oui, vous avez raison, soit du côté de Marine Le Pen, qui est d'une certaine manière, c'est la seule qui n'a plus rien à perdre. C'est vrai, vous avez raison. Donc, qu'elle soit en majesté dans un salon ou entourée de gens et dire « je vais censurer tous les gouvernements qui se présenteront jusqu'à la dissolution », je ne suis pas sûre. Alors après, c'est son droit le plus strict, mais ce que vous appelez le bal des prétendants, c'est une République qui essaye de tenir. En tout cas, le marchandage est lancé. Bruno Millienne, vous qui étiez à Matignon, on assiste à des choses incroyables. Madame Borne, qui avait l'air si sérieuse, si solide, qui est prête à s'asseoir sur la réforme des retraites, à la piétiner. Alors, pudiquement, on appelle ça suspension. C'est pour pas dire évidemment qu'on est en train de la jeter aux orties. Ça paraît tellement fou. Alors que vous étiez, auprès de François Bayrou, on nous avait dit c'est une réforme essentielle de l'État. C'est une réforme essentielle de l'État. Comment expliquer que pour survivre, pour gagner peut-être quelques mois, il soit prêt à jeter ça à la poubelle ? En fait, le calcul est très simple. Quel est le coût de la stabilité versus quel est le coût d'abandonner le totem du président ? En fait, c'est ça l'histoire. Le coût de la stabilité, ça nous coûte 500 millions à peu près. Je ne parle pas sous la surveillance de Pascal Perry, mais je pense avoir entendu ces chiffres. 3 milliards l'année suivante. 3 milliards l'année suivante. C'est cher quand même. Le gain de la stabilité, c'est 15 milliards, au moins la première année. Bon, ça se calcule, mais si on reste comme ça rationnel, on se dit c'est bon, on est sorti de l'ornière, il va y avoir un gouvernement, on va pouvoir étudier un budget. Mais sauf que les promesses qui ont été faites les uns avec les autres, je pense qu'elles ne tiendront pas très longtemps, malheureusement, parce qu'à chaque fois que vous avez franchi une ligne rouge, il y en a une nouvelle, un peu plus loin, l'horizon s'éloigne toujours. C'est exactement ça. Et c'est ça le problème. S'ils arrivaient à se mettre d'accord au moins sur ça et qu'ils aillent voter un budget, après tout, pourquoi pas, pour un an. Après, on est en présidentielle et on reparle des retraites. Mais là j'ai un peu de mal à y croire. Écoutez, puisque vous parliez de Marine Le Pen, de quelle manière, en tout cas de ce côté-là, l'idée qui est non-censure, même patience de quelques semaines, semble difficile. Écoutez-là qui disait « Je ne supporte plus ce comique de répétition ». Je suis assez insensible au comique de répétition. Que vous dire, c'est la fin de la blague, quoi. Sébastien Lecornu a démissionné. Entre les démissionnaires qui démissionnent, Jean Le Maire, peut-être Taillot d'ailleurs, les démissionnaires qui démissionnent et les démissionnaires dont on a accepté la démission, parce qu'on a oublié un épisode, et qui sont renommés, je pense que tout ça n'est pas sérieux.
Alors, tournons-nous vers le sage, Jérôme Jaffray. Si on prend le camembert de l'Assemblée tel qu'elle est aujourd'hui, on sort sa calculette et tout le monde essaye de voir ce qui pourrait survivre, puisque c'est ça l'enjeu, survivre à une censure. Quelle est l'hypothèse aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, encore une fois, dans les minutes qui suivent, on aura plus d'éclairage, ici en direct, mais qu'on comprenne bien là, l'hypothèse de ce qui pourrait survivre en termes de gouvernement? Il n'y en a pratiquement aucune dans cette Assemblée, c'est-à-dire qu'il y a matière à voter la censure contre tout gouvernement, soit en quelques jours, soit en quelques semaines. C'est ça le problème, parce que la polarisation est devenue telle. Mathilde Panot, par exemple, dans une interview radio ce matin, a déclaré qu'elle LFI voterait rapidement la censure contre un gouvernement dirigé par les socialistes, car le problème des compromis, c'est que par définition, vous pouvez accuser les personnes qui font un compromis de céder exagérément aux autres. Donc, il y a cette situation de censure probable. La question posée maintenant, c'est qui paiera devant les électeurs s'il faut aller à la dissolution. C'est ça. Et je trouve que le Rassemblement national ne manque pas d'audace, par la personne de Marine Le Pen, de jouer en réalité le fait qu'elle considère que ça suffit comme ça. Effectivement, les Français se disent « mais qu'est-ce que c'est que ce désordre général ?» C'est pas qu'ils rêvent d'avoir un gouvernement, c'est pas qu'ils rêvent d'avoir un budget, mais ils aimeraient que le désordre général de la politique française s'arrête. Ça, c'est le minimum. Mais le Rassemblement national y contribue plus qu'un autre en la matière, puisqu'elle annonce maintenant qu'elle censurera n'importe quel gouvernement qui se présente jusqu'à la dissolution. Cela étant, quand on voit le virage populiste que prend même Mme Borne en disant les retraites, on s'en fiche, ça peut coûter des milliards, si on peut s'accrocher au pouvoir, ça va marcher. Elle n'a quand même pas dit ça exactement. Ah bah c'est la traduction en bon français. Parlons-nous en bon français. Voilà. Quand on voit un virage populiste à ce point-là, ce serait le seul pays en Europe qui recule sur la question des retraites. C'est vraiment du populisme, opportunisme. Enfin, ça a eu marché. Pourquoi pas, ça peut être un bon calcul politique. Restons vraiment sur le camembert. Quand la gauche dit peut-être que si on fait une politique vraiment de gauche, LFI pourrait nous laisser survivre. LFI pourrait éviter la censure. Est-ce que c'est possible? Non, parce que LFI veut tuer le PS. Et là, vous regardez, prenons le camembert. Je réponds à votre question. Il y a deux configurations. Soit ça va sur votre schéma d'horizon au PCF, au Parti communiste français. Si, au Parti communiste français, vous avez les élus réunionnais qui sont très proches de Jean-Luc Mélenchon, qui quittent le PCF, il n'y a plus de groupe communiste. Donc le groupe communiste, vous oubliez. La moitié des écologistes sont plus proches de LFI que du Parti socialiste. Ah, donc ça groupe écologiste, vous oubliez. On est vraiment entré dans la 4ème République. Je ne sais pas si vous venez d'entendre Benjamin Morel qui parle des élus réunionnais de LFI. Respect à eux et on les salue, mais enfin, c'est vrai que là on entre dans une... Ils ont un rôle extrêmement important. Souvenez-vous l'épisode du Guet de Bello, il y a à peu près un an. Si vos socialistes, ils partent tout seuls, il faut à ce moment-là que ça aille jusqu'à la droite républicaine. Donc vous avez Olivier Faure et Laurent Wauquiez dans la même partie du camembert. Ça veut dire quoi? C'est génial. C'est la buvette de l'Assemblée. Il manque plus que de commander des cacahuètes et des... Là, c'est le bonheur de la... Et je vais vous faire encore plus peur. Si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les écologistes et les communistes qui se solidarisent avec la FI contre les socialistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, au municipal, les villes socialistes, elles tombent. Parce que derrière, vous aurez une union de la gauche contre les socialistes. Les socialistes ne peuvent pas partir sans les écologistes et sans les communistes. Et les communistes ne peuvent pas partir, ni les écologistes, sans l'aval de la FI, qui refuse toute alliance avec les macronistes. Donc je ne sais pas quelle est la clé de tout ça, mais objectivement, et pourtant j'ai beaucoup d'imagination, je ne la vois pas. On voit à quel point le camp, même le camp actuel, le camp du président de la République, d'Emmanuel Macron, est divisé. C'est-à-dire si effectivement il y a un coup de barre à gauche, cela se paiera immédiatement. Alors à droite, on a parlé du soutien ou non des LR, mais même dans le camp du président de la République, Sylvain Maillard qui conteste Maud Brejon, qui est un personnage de la galaxie Emmanuel Macron, en tant que député Renaissance attaché à la stabilité institutionnelle et économique du pays, je n'accepterai pas un gouvernement mené par Olivier Faure. Ce qu'on gagne d'un côté, on le perdrait de l'autre. C'est pas la vraie raison. Ils sont tous surtout attachés à leur siège. Voilà, c'est tout. Donc ils ont calculé leur personnel électoral, on va dire, dans leur circonscription, au cas où ça ne marcherait pas et qu'il y ait une dissolution, ou même si ça marche, mais de toute façon, à un moment ou à un autre, il va bien falloir qu'ils se représentent devant les électeurs. Et donc, on est très loin de l'intérêt général du pays, je vous le dis. Je l'ai pratiqué. Il n'y a rien de plus important pour un député que de briser nos derniers rêves, mais non, monsieur Millienne. Que de garder son siège. S'il n'y avait pas cette question de réélection, s'il n'y avait pas eu cette espèce de peur de la dissolution, on n'aurait pas eu les 48 heures de discussion qu'on a eues. Vous ne trompez pas, hein. C'est bien parce qu'il y avait ce petit bâton qui pointait
de la dissolution qu'ils ont Bruno tous... Millienne, parlez avec le cœur, s'il vous plaît. Vous avez été proche, vous êtes proche de François Bayrou. On voit à quel point François Bayrou a tenu bon sur une certaine ligne. Il est tombé même pour ça. Oui. Et aujourd'hui, ils sont prêts à lâcher ce qui a été la ligne tenue. Alors, comment vous ressentez ça ? La ligne politique du MoDem. Non, mais faites-nous pas de blabla politique. Non, je vous fais pas de comment blabla. Vous ressentez-vous le fait que votre champion est tombé et là, ils sont prêts à lâcher ? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Le calcul, il est simple, le calcul, il est économique. Si pour avoir la paix dans le pays, la paix sociale, faire tomber un peu la pression, parce que quand même, dans la rue, c'est quand même impressionnant, on arrive effectivement à une suspension, si tant est que la suspension ne soit pas l'abrogation. Vous y croyez ? Difficilement. Oui, c'est ça. Mais oui. si on arrive à ça, oui, ça vaut le coup de le tenter. Parce que plus important que tout, il faut ramener de la stabilité à l'Assemblée nationale, un petit peu de calme et de la stabilité dans le pays. En clair, on peut sacrifier l'économie si ça peut sauver un peu la politique. Non, parce que c'est valable un an, Darius, ça valable un an. En 2027, le principal sujet des élections présidentielles, ça sera la dette et la réforme des retraites. En fait, le président n'a pas voulu faire, je vous le dis quand même, parce que la précédente réforme des retraites s'appelait la retraite par points. On voit à quel point beaucoup ne sont pas d'accord évidemment avec cette thèse-là. Édouard Philippe, on ne peut pas faire de compromis avec la vérité et le sens de cette réforme des retraites. Notre pays ne peut pas se le permettre, évidemment, pour une part. Ça fait des années qu'ils disent c'est essentiel à la stabilité de l'économie française. Et là, ils se déjugent. Le risque énorme de cette affaire, si vous voulez, c'est que maintenant on a installé que la réforme des retraites devait disparaître et qu'on n'aura pas la stabilité politique pour autant. C'est-à-dire un jeu de dupes complètement des deux côtés dans l'affaire. Parce que aller à la présidentielle de 2027 pour parler de la réforme des retraites, c'est pas la meilleure campagne. Millienne, c'est considérer que forcément le pays, dans ses profondeurs, trouve que les conditions de travail jusqu'à un âge avancé, que de toute façon on est mis au chômage quand on a 55 ou 56 ans, alors de quoi nous parle-t-on en repoussant l'âge de la retraite? Tout ça fait que ça va casser le lien et l'importance de l'élection présidentielle et du débat présidentiel. Écoutez les réactions sans nous assurer la stabilité politique. Du côté des LR, parce qu'évidemment pour eux, théoriquement, c'est un chiffon rouge. La droite classique, c'était le même. Même si leur élection... Si on allait au 49-3 sur la réforme des retraites, c'est parce qu'on n'était pas sûr d'avoir tous leurs votes. Alors. Et qui 19 ont voté la motion de censure. Et 19 ont voté la motion de censure. Donc je serais eux... Sur la réforme des retraites. Je ferais mezzo vecchio. Alors, écoutez quand même Valérie Pécresse. En plus. Personnellement, je pense que suspendre la réforme des retraites, y revenir, ce serait une terrible faute morale vis-à-vis de nos enfants. C'est la réforme courageuse de ce quinquennat. Alors c'est vrai que les réformes courageuses sont impopulaires, mais aujourd'hui, je pense que céder à la démagogie et à l'électoralisme, ce serait la pire des choses pour la France. Nous avons une crise institutionnelle. Ne rajoutons pas une crise de notre système de retraite par-dessus. C'est vrai que c'est dingue. C'est vrai que c'est fou, parce que c'est vrai que si Elisabeth Borne a été obligée de se servir du 49.3, on recevait Yael Braun-Pivet ce matin sur RTL, elle disait c'est quand même le bal des tartuffes, en fait. On était en train de compter, recompter pendant cette réforme des retraites. Très bien. Il manquait, on a été obligé de passer au 49.3 et maintenant de les avoir la main sur le cœur en train de dire mais nos passaran, si vous la suspendez, on se fait harakiri. C'est vrai que c'est absurde en fait. Mais on peut pas dire comme n'importe quoi. On peut pas dire un jour c'est essentiel et puis le lendemain dire c'est pas grave. Justement, Darius, on peut attendre 2027. Un des autres risques, vous en avez pointé quelques-uns, mais pour moi, le principal risque, c'est, on le savait, ça vaut déjà plus grand-chose, mais la décrédibilisation de la parole politique, la démonétisation. On nous a expliqué pendant 2 ans que cette réforme était essentielle, qu'il fallait la faire, qu'elle était juste, qu'elle était équitable, et petit à petit, on a compris qu'elle était peut-être pas aussi juste, peut-être pas aussi équitable, et maintenant on nous dit qu'elle est peut-être pas essentielle, en tout cas le temps que les échéances politiques arrivent. Moi, je pense que personnellement, que l'instabilité vaut peut-être une réforme des retraites, mais je suis d'accord avec vous, Jérôme, on aura les deux. Parce que en d'autres temps, on disait le déshonneur et la guerre. Il faut comprendre la position des LR, c'est-à-dire que qu'est-ce qui différencie LR au regard de l'électorat de droite du RN aujourd'hui ? Ce n'est pas les sujets d'immigration, c'est les sujets de crédibilité économique. Si LR top, en fait, que va dire Marine Le Pen ? Elle va dire vraiment la crédibilité économique et la stabilité, elle est de mon côté. Par ailleurs, par rapport à ce qu'évoquait... Je me permets de vous interrompre, pardon, puisqu'on a un premier élément. Ce soir, le Premier ministre dit « Je considère que ma mission est terminée ce soir ». On verra, parce qu'en politique, le Fontaine, je ne mourrai plus de ton nom, on verra ce qui suit dans les minutes et les heures qui viennent. Mais en tout cas, il est en train de présenter
sa mission comme terminée. Il dit voilà, j'ai fait mon travail en gros. Donc la rumeur de sa reconduction en tant que Premier ministre qu'on a entendu bruisser toute l'après-midi aurait été fausse. Pour l'instant. Pour l'instant. Il y a le faux pour l'instant et le vrai pour l'instant. Il va falloir voir exactement ce que ça veut dire et où on va. Mais pour terminer sur Marine Le Pen, si demain on a une dissolution, ce ne sera pas du tout le même débat qu'il y a un an. Actuellement, quand vous prenez les cartes électorales, c'est assez simple. Soit vous n'avez pas de majorité du tout, et on repart pour un tour où on va se reposer la question de qui est au gouvernement, qui a un budget, sans doute avec plus de députés RN. Donc ça veut dire qu'il faudra faire un grand écart de Jean-Luc Mélenchon à Édouard Philippe. On va rigoler. Et je me permets de vous interrompre, puisque, pardon, je suis désolé, mais encore une fois, alors je vais beaucoup vous interrompre, puisque Sébastien Lecornu parle. Il dit un chemin est possible, difficile, mais possible, et il parle d'un possible Premier ministre dans les 48 heures, sans préciser encore une fois si ça peut être lui-même ou un autre. Ça écarte l'idée de la dissolution et ça nous indique clairement, en tout cas dans l'immédiat, et ça nous indique clairement que le chemin choisi par le président de la République Emmanuel Macron, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre, le 4e en un an, pour essayer de trouver, et donc... à moins que ce soit le Cornu 2. Oui, ce serait quand même un nouveau Premier ministre, car le Cornu 2 n'est pas le Cornu 1. Puis c'est pas ce qu'il laisse entendre. Donc pour terminer la réflexion, en cas de dissolution, le débat ce sera en fait le RN ou le chaos. Est-ce que vous voulez le Rassemblement national qui peut disposer d'une majorité absolue, ou est-ce que vous voulez un hémicycle encore plus ingouvernable? Et donc le jeu auquel joue Marine Le Pen aujourd'hui, c'est de dire regardez, moi je suis en dehors de tout ça, le chaos. Elle joue très bien. Restons bien, si vous permettez, sur les déclarations du Premier ministre ce soir. Oui, pour l'instant, il va revenir à Marine Le Pen. Difficilement rebondir. Enfin, si quand même, pardon. Quand il dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez deux jeux, c'est-à-dire un jeu des partis qui essaie de montrer qu'il peut y avoir un chaos hors RN, et un jeu du RN qui veut montrer que sans le RN, c'est forcément le chaos. Quand il dit un chemin est possible, ça veut dire en tout cas, il dit aussi que la dissolution, pour l'instant, s'éloigne. Il considère qu'il y a un début de négociation et ça ne peut être, soyons prospectifs, on verra ce qu'il déclare, mais avec la gauche, a priori. Ce qu'il dit surtout, c'est qu'il y a une majorité des partis qu'il a donc reçus, des représentants des partis qu'il a reçus à Matignon, qui sont contre la dissolution. Donc il en accepte l'augure et donc il leur dit, si vous ne voulez pas la dissolution, voici qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. En tout cas, qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble et voyons comment y aller. C'est ça la question. La difficulté de l'affaire, c'est qui comme Premier ministre ? Quel parti politique, de quelle tendance vient-il de la société civile? Est-il en dehors du bloc central macroniste? Est-il centre-gauche? Est-il parti socialiste? Ce serait inacceptable pour les LR, à mon avis, qui, du coup, rentreraient dans le schéma de la censure rapidement. Et c'est donc le choix. Nous avançons beaucoup. Pas de dissolution dans l'immédiat. Un Premier ministre nommé dans la 48 heures. Logiquement, comme les partis se mettent d'accord pour pas de dissolution, c'est qu'il y a pas de dissolution, c'est ce qu'ils souhaitent. Du coup, le Premier ministre doit normalement être en dehors des partis politiques, en dehors du bloc central et chercher quelque chose en dehors des partis classiques, PS, LR. J'insiste. Et bloc central accessoirement, avec qui Macron a un petit compte à régler depuis les déclarations. Il y a beaucoup de comptes ouverts. Il y a beaucoup de comptes ouverts ce soir. À mon avis, le bloc central qui est devenu anti-macroniste, ça, pour Emmanuel Macron, c'est trop. À part, conjecturons, un Premier ministre dans les 48 heures, donc soit c'est M. Lecornu qui est reconduit, nouvelle formule, avec peut-être des grands ministères qui seraient plus à gauche. Quand même la phrase. Mais il dit aussi, je ne cours pas après le job. Ce qui sous-entend, si vous ne courez pas, ça peut vous arriver quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, elle est beaucoup plus perverse que vous, et elle a raison, parce qu'en politique, il faut être perverse pour comprendre les pervers. Traiter de ça, je vais vous la traiter de perverse. Vous savez gérer votre plateau. Vous êtes très très gentil avec moi. Je ne sais pas si c'est pas un peu misogyne. Moi, j'aimerais bien être sage. Question, est-ce qu'un Premier ministre de gauche est possible? Sa réponse, cela appartient au chef de l'État. Quel nom est-ce qu'on peut... Alors, on a parlé de M. Cazeneuve, on a parlé évidemment d'Olivier Faure, si c'est un gouvernement avec une forte image socialiste. Est-ce que c'est possible, Olivier Faure? Olivier Faure, c'est pas réellement possible, parce que déjà, c'est un chef de parti. Et donc, à partir de là, vous frustrez tous les autres chefs de parti, et c'est inacceptable, en effet, pour les LR, et sans doute pour Horizon. Le problème de Bernard Cazeneuve, c'est qu'on l'évoquait tout à l'heure, c'est inacceptable pour une partie des socialistes, pour les Verts et les communistes, et vous les solidarisez avec l'AFI. Donc ces noms-là sont fondamentalement problématiques. Si on prend un petit peu, on peut imaginer un profil plutôt technique. On reviendrait à l'idée d'une forme de gouvernement technique, peut-être avec quelques politiques, quelqu'un qui viendrait de la société civile ou un ancien politique qui ne fait plus de politique depuis longtemps. Est-ce qu'il va dans ce sens-là, pardon, il déclare à l'instant, il a la conviction que l'équipe gouvernementale devra être déconnectée des ambitions présidentielles pour 2027. Voilà. Enfin, donc, ou bien ce sont des Cazeneuve ou ce genre de gens,
ou je reviens à l'hypothèse de Ibn Attal lui-même, parce que ça lui correspond pas mal non plus. Mais ça enlève, par exemple, d'autres hypothèses qui seraient du côté de la droite, Retailleau-Wauquiez. Vous voyez, et c'est plutôt intelligent, parce que dès le moment où vous mettez un présidentiable dans le gouvernement, vous en faites une cible pour les autres présidentiables. Donc si vous voulez un peu de stabilité, quelques semaines, quelques mois, il vaut mieux en effet être en retrait. La difficulté quand même, c'est un gouvernement technique, des personnalités de la société civile. Vous croyez qu'il va y avoir beaucoup de kamikazes? Le dernier gouvernement, je vous le rappelle, il a duré 14 heures. Est-ce que vous lâchez un job pour aller pendant, comme me l'a dit une proche d'Emmanuel Macron, pour un dodo, ça devient difficile quand même. Les Italiens ont la formule magnifique de governo balneare, un gouvernement d'été, parce qu'on sait que ça va durer peu. Estival. Déclaration avec ce mot, avec ce néologisme qui est assez affreux, mais tout le monde l'utilise, il faudra des bougées. Dit le Premier ministre, des bougées, ça veut dire que chacun devra faire un peu de compromis. C'est là où on a plus de doutes, parce qu'on l'a vu, nous on l'a vécu sous François Bayrou, à chaque fois que vous accédiez à une ligne rouge, l'horizon s'éloignait à nouveau. Donc à chaque fois qu'on obtient un truc, on demande toujours plus. Bon, on verra. Il a tout connu, Bruno Millienne. Il est là, vous savez, c'est le rôle de celui qui dira marchera pas, parce qu'évidemment, vous, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais dans les noms, alors je suis persuadé qu'ils n'accepteront pas, mais puisqu'on parle de profil, moi, ça fait quelques mois que je dis, pourquoi pas un Pierre Moscovici ou un Thierry Breton. Parce qu'ils connaissent bien la mécanique économique. Thierry Breton, on appelle Thierry Breton, SOS Thierry Breton, il est fidèle ici. Il faudrait qu'il quitte votre plateau, ça va être dur pour lui. C'est impossible. Mais Laurent Berger, par exemple, un syndicaliste peut tout à fait faire l'affaire. Il faut viser ce type de profil. Mais seront-ils d'accord Mais écoutez, être Premier ministre sur une carte de visite, même si vous l'avez été peu de temps... enfin, 14 heures... voir si ça marche. Pardon, regardez Bayrou, par exemple. 14 heures, c'est un peu court quand même, si je peux me permettre. Oui, le Premier ministre, pardon, s'il vous plaît, déclare aussi, un Premier ministre technique, c'est une possibilité. Encore une fois, c'est le président de la République qui choisit, donc ce sont des réponses un peu, rhétoriques. Mais enfin, un Premier ministre technique, ça pourrait être qui? Alors, vous dites Pierre Moscovici... Thierry Breton, Laurent Berger, socialiste, enfin, il y a très longtemps. Qui d'autre? Effectivement, enfin, Laurent Berger, ce serait quand même baroque, étant donné qu'il a refusé ce poste à un moment où c'était à peu près jouable. Il l'accepterait en opération kamikaze. Parce que le pays le demande. Voilà. Vous êtes magnifique, voilà, Jérôme. Et pourquoi vous devriez peut-être postuler, en fait? Le sage. On pourrait faire un gouvernement LCI, moi, je vous propose. Effectivement, on mettrait ou Jérôme Jaffray ou Monsieur Breton. Moscovici, souvent chez vous. On pourrait mettre tous vos chroniqueurs. Je trouve que c'est pas mal. Et vous seriez ministre d'État, absolument. Écoutez, moi, je prends l'égalité des hommes-femmes, non? Et Valérie Nata, vous prenez quoi? Moi, je vous dis surtout ce que dit le Premier ministre. Au terme de ces consultations, 210 députés veulent la stabilité, qui veulent plus ou moins la même chose et qui constituent l'endroit où un gouvernement peut être nommé. Et puis, il y a la gauche, c'est au président de la République de trancher. Alors c'est un moment très important parce que la fameuse calculette dont on parlait tout à l'heure a été sortie, c'est-à-dire j'imagine qu'il va de la gauche à l'IOT, c'est non, mais 210 c'est le pour moi, bloc c'est central. le LR jusqu'à... C'est LR et le bloc central et un appel vers la gauche pour dire ne censurez pas. Bien sûr. Voilà. Le Premier ministre hors parti, hors présidentiable que le président cherche dans les 48 heures. Est-ce que c'est la conviction qui est chevillée au corps de M. Lecornu depuis longtemps, Il dit toujours, au fond, si on arrivait à maintenir, à ressouder le bloc central, on peut arriver à quelque chose. C'est peut-être illusoire, mais peut-être. Oui, vous pouvez toujours ressouder le bloc central parce que le bloc central a une peur bleue de la dissolution. Quand vous prenez les enquêtes aujourd'hui, la plupart des second tours opposeraient la gauche au RN et les macronistes et une partie des LR seraient liquidés. Donc à partir de là, ils ont peur. Et c'est évident. À condition qu'elle soit unie, la gauche. Non, pas forcément. Quand vous prenez les dernières enquêtes, le PS est à 15%, les macronistes sont à 10%. Et je vous interromps un instant, puisque, pardon, décidément, c'est un jeu entre nous, c'est un sketch. Continuons le sketch, puisqu'à l'instant, Premier ministre, on lui pose la question des retraites. Et il répond, il y a une blessure démocratique, ce qui veut dire on commence à reculer. Et il dit le vote n'a pas été compris, ce qui est qu'on recule encore un peu plus, c'est-à-dire les signaux qu'ont donnés Mme Elisabeth Borne ça va plus se loin confirment. Mais c'est le détricotage de la Ve République et de son mode de fonctionnement, puisque la blessure démocratique consiste à dire que l'usage du 49.3 devient quelque chose d'illégitime dans le fonctionnement des institutions, ce qui est un pas en arrière absolument gigantesque par rapport à tout ce qu'est la Ve République. Donc ça veut dire qu'entre la suspension de la réforme des retraites et la blessure démocratique, on cède énormément de terrain ce soir pour essayer d'arriver à cette formation d'un gouvernement qui ne soit pas renversé dans les 3 jours. Et il va dans ce sens, il dit il faut un débat, ce qui est effectivement, comme vous dites, détricoté, puisque tout ça avait été tricoté, dans la douleur, mais tricoté.
Oui et non. C'est-à-dire que si vous lancez, par exemple, un projet de loi sur la réforme des retraites, ok, très bien. Si le gouvernement ne donne pas le dernier mot à l'Assemblée nationale, le Sénat a un droit de veto. Le Sénat ne détricotera jamais la réforme des retraites. Donc, d'une certaine façon, ça ne mange pas de pain tant que ça en reste là. Ça peut permettre de faire passer un budget. En attendant, si vous n'avez pas de projet de loi sur la réforme des retraites, vos socialistes ne viendront jamais à la non-censure. Et à l'instant, le Premier ministre dit la réforme des retraites est la chose la plus bloquante, c'est-à-dire quelque chose qui a été voté. Il l'appelle maintenant une chose bloquante, ce qui est effectivement une certaine évolution de langage. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que ces propos sont tenus après un rendez-vous avec le président de la République. Oui, donc c'est pas anodin. C'est ce qui veut dire que le président de la République est d'accord, sans le dire évidemment, pour renoncer à ce qui constitue la réforme de ces deux quinquennats. Soulignons à quel point, imaginez, l'Europe regarde ça, les Allemands qui travaillent, qui économisent, qui se tiennent aux critères de Maastricht, eux, ils doivent regarder ça, en se disant, pardon, le degré d'amateurisme d'une ministre comme Madame Borne qui recule sur la réforme qu'elle a elle-même imposée. Il y a un calcul derrière quand même. Un calcul politicien, oui, un calcul politicien. Non, mais c'est que la France est un gouvernement, qu'elle arrive à avoir un budget, et tant pis pour le déficit, et tant pis pour les retraites, même les marchés avaleront ça. Et tant pis pour les promesses de Maastricht. Mais encore une fois, attention, il faut un débat. Si je reprends les propos de Sébastien Lecornu, ça ne veut pas dire on abroge la réforme des retraites. Oui. Non. Ça veut dire on dépose un projet de loi sur la réforme des retraites. Actuellement, je ne vois pas une assemblée se mettre d'accord sur un tel texte. Et encore une fois, si pas de dernier mot à l'Assemblée, le Sénat dira non. Donc là, il s'engage sur un truc qui va tourner pendant plusieurs mois. Le temps peut-être. Benjamin, si on fait un texte de loi sur les retraites, à nouveau, il ne faut pas que ce soit que du paramétrique. Parce que là, on n'en sort pas. Cette mesure d'âge est quelque chose de bloquant totalement, alors que ce qui compte, c'est les annuités de cotisation. Suspendre, ce sera au niveau du gouvernement. Le président de la République prendra ses responsabilités. Et il dit même que c'est chiffré puisque ça coûterait 3 milliards d'euros. C'est-à-dire le prix du marchandage. Alors, il y a l'hypothèse qui est avancée par beaucoup de candidats en vue de 2027 que le gouvernement, si gouvernement il y a, pourrait prendre beaucoup plus rapidement. C'est la suppression de l'âge légal. Oui. Carrément, tout de suite. Allons-y. C'est-à-dire considérer qu'il n'y a que... Et donc, on sort du débat. Et c'est les trimestres de cotisation qui font la règle, point final, avec et un minimum de trimestres de cotisation pour pouvoir faire valoir ses droits à la retraite. Même plus loin, vous sortez la bête, vous sortez l'éléphant de la pièce, et c'est un jeu de bonneteau, parce qu'en réalité, les retraites, ça ne change rien, sauf qu'on est sorti du dramatique 62-64 ans. L'âge de départ ça, c'est une hypothèse que je prends pour le prochain gouvernement. L'âge de départ à la retraite est un leurre, en fait. Personne n'a envie de partir. De ne pas partir à taux plein, pardon. Mais aujourd'hui, la moyenne de départ à taux plein, l'âge de départ à taux plein, c'est 63 ans et 8 mois. Donc on fait croire aux gens depuis des années, et les socialistes ont été très malins avec la loi Touraine, ils n'ont pas attaqué l'âge de retraite. On ne va pas faire tout le débat technique. Non, mais bon. On est dans le moment où on comprend bien, je répète, pour celles et ceux qui nous rejoignent, le Premier ministre dit que la réforme des retraites est la chose la plus bloquante. En bon français, ça veut dire qu'on va débloquer ça. Et je crois qu'il ne faut pas non plus être naïf, c'est-à-dire que il n'y aura pas de loi relative aux retraites, ambitieuse ou pas, là. C'est-à-dire qu'entre les différentes composantes de la majorité, il n'y a aucun élément commun. Donc il peut y avoir une suspension, on met entre parenthèses, mais le vrai débat sur les retraites, quel que soit ce qu'on en pense, il aura lieu pour 2027. Exactement. Moi, je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Valérie Nataf et que je trouve très important, si vous voulez. C'est la question de la crédibilité de la parole publique. C'est-à-dire qu'on vous a entendu pendant des mois, Monsieur Millienne, avec François Bayrou, forte conviction, mais avec beaucoup de conviction, nous dire que le pays était au bord du gouffre. Mais on est toujours au bord du gouffre. Que winter is coming, que c'était l'enfer. Mais oui, Monsieur Millienne, il en plaisante. Pour lui, 3 milliards, c'est pas grand-chose. C'est pas bien grave, 3 milliards. Non, mais plaisanterie mise à part, c'était vraiment l'enjeu. Comment trouver de l'argent, comment faire remarcher la machine, etc. Et tout d'un coup, c'est comme si on avait trouvé une cagnotte miraculeuse. La cagnotte miraculeuse qui permet que tous ensemble, on avance. Même moi, je change de jour en jour, je vais vous dire. Hier, quand ils ont annoncé que la réforme des retraites, on a laissé tomber, j'ai dit non, quand même. C'est pas possible, on ne s'est pas battu pour ça, pour en arriver là, alors qu'on sait très exactement les comptes de la France. Puis après, on réfléchit, on se dit comment les agences de notation vont réagir par rapport... Ça, c'est sûr. Non, s'il y a une stabilité politique, quel est le... C'est le bénéfice-risque. Est-ce qu'une stabilité politique rapporte plus à la France dans un très court laps de temps, très court, sur un an? C'est une stabilité. Et le problème, la stabilité politique, elle dépend ni du président,
non, parce que ni du gouvernement, elle dépend des députés. Parce que vous remarquerez que le Premier ministre, enfin démissionnaire, ne parle plus de socle commun, mais de plateforme maintenant. C'est-à-dire que, en fait, ce socle qui n'a plus rien de commun est aujourd'hui tout au mieux une plateforme dont on se dit qu'on a fait cette suspension en espérant, en croisant les doigts, parce que Valérie Nataf a rappelé très justement tout à l'heure que quand même Bruno Retailleau avait dit que c'était un no-go, cette suspension, et en croisant très fort les doigts pour que finalement on ne perde pas d'un côté ce qu'on gagne de l'autre. Mais quel est le socle stable à l'Assemblée nationale? Il n'y en a qu'un. Je finis juste cette phrase. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est que vraiment, on soit sûr de sûr, comme disent les enfants, qu'il y ait une stabilité. Parce que sinon, on aura juste démonétisé la parole publique. Je suis 100% d'accord. Voilà. Je suis 100% d'accord. Regardez l'Assemblée nationale, il n'y reste plus qu'un socle commun. C'est les ciotistes et le RN. Ben, on est d'accord. La gauche est complètement éclatée. Le socle commun est complètement éclaté. Liot passe d'un côté à l'autre. Et les LR, c'est la guerre entre Wauquiez et Retailleau. Bon. Et le MoDem, il passe de quel côté à quel côté? Nous, on essaye. Alors, je pense que Marc Fesneau a fait quelques interviews qui n'étaient pas mauvaises. Il essaye, lui, de dire les gars, il y a peut-être un pays dont il faut qu'on s'occupe. Allez, Bruno Millienne, testons-vous. Alors, on a un premier test. Vous êtes notre premier cobaye ce soir. Toutes les réactions politiques vont se succéder. Est-ce que vous aussi, vous êtes prêts, si c'est pour avoir quelques Marocains ministériels, à vous déjuger sur vos promesses concernant la réforme des retraites? Honteusement. Non, la réforme des retraites, moi, j'ai un reproche capital à faire. J'ai pas compris. Vous êtes prêts à entrer dans un gouvernement qui reviendrait sur la réforme des retraites ou pas? Mais moi, je suis prêt à rentrer nulle part. Non, mais le MoDem. Alors, répondez au nom du MoDem. Alors là, c'est à Marc Fesneau dont il faut poser la question, pas à moi. La réponse est oui. La réponse est oui. Non, je ne fais plus partie de... Bien évidemment, car il faut prendre ses responsabilités. L'urgence de la France, c'est d'avoir un budget d'ici la fin de l'année. L'urgence d'Emmanuel Macron, c'est de rester président et que le processus de demande de démission ne puisse pas prospérer. Ça passe par le fait qu'on ne va pas vers une dissolution immédiate. Non. Tout ça, c'est manifestement là, et l'intervention de Sébastien Lecornu, que vous nous avez résumé, Valérie et vous-même, Darius, va exactement sur ce cadre-là. Est-ce que Sébastien Lecornu prépare une suite qui pourrait s'appeler Sébastien Lecornu le retour, ou deux, appelez ça comme vous voulez? Il dit, qu'il a préparé un budget, et donc, en réalité, tout est prêt. La copie est prête, et si tant est que l'accord a lieu, le président de la République peut le renommer. Là, il dit, alors, il peut éventuellement le renommer, ce serait pas un peu habile, parce que vu les relations qu'il a avec Bruno Retailleau, ce serait pas très intelligent, et par ailleurs, les socialistes y verraient une forme de continuité. En revanche, il est clair que sa copie budgétaire, c'est elle qui va être peu ou prou déposée. Pour une raison purement procédurale. C'est elle qui est arrivée devant le Conseil des finances publiques, c'est elle qui est arrivée devant le Conseil d'État. Et si on veut garder des marges de manœuvre constitutionnelles, il faut que ce soit déposé avant lundi. Et donc, à partir de là, même si vous arrivez à nommer quelqu'un dans les futures 48 heures, vous comprenez bien qu'il ne va pas passer toute la nuit à réécrire un budget. C'est gros, un budget. Qu'il ne va pas le renvoyer au Conseil d'État qui va délibérer en 2 heures, et au Conseil pour la finance publique qui va délibérer en 1 heure. Il faut toujours avoir un juriste avec soi, parce que si vous voulez vous dire, attendez, regardez mon juriste, écoutez mon juriste, il va vous expliquer pourquoi c'est comme ça. Ce sera le même budget qui sera peu ou prou. Mais il y a autre chose, c'est que ce budget déposé, et vous avez raison, il doit l'être avant lundi. Après, il n'y aura plus de 49.3 et donc ce sera le Parlement qui en décide. Oui, tant mieux. Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, vous avez un autre article qui n'est pas que le 40. Il y a l'article 40 et l'article 40 empêche de proposer des dépenses supplémentaires. Des dépenses qui ne sont pas gagées. Et donc dans ce cadre-là, c'est quand même un cadre très très contraint. Je vous rappelle que vous pouvez faire que des économies. Hélène Carrère d'Encausse connaissait par cœur quand elle s'est fait naturaliser la Constitution française. Je suis sûr que vous la connaissez par cœur. Vous nous la réciterez la prochaine fois. Mais comme les Paris tenue. Paris tenue. Prochaine fois, vous nous récitez la Constitution. Je reviens aux principales annonces faites ce soir par le Premier ministre. Quand il dit « ma mission est terminée ce soir », est-ce que ça veut dire qu'elle suivra? Un chemin est possible, difficile mais possible, dit-il. Un Premier ministre dans les 48 heures. Je ne cours pas après le job. Et avec votre interprétation fine, vous disiez qu'il ne court pas, mais que quand on ne court pas, quand même, ça peut arriver. Et puis, un Premier ministre technique n'est pas élu. Et puis surtout, les déclarations très marquante sur la réforme des retraites. Il y a une blessure démocratique, dit-il. Le vote n'a pas été compris et la réforme des retraites est la chose la plus bloquante, ce qui entend que c'est là-dessus qu'il va falloir débloquer. Jérôme Jaffray. Absolument, c'est-à-dire que c'est une charge quand même contre le bilan macroniste par le Premier ministre d'Emmanuel Macron et sortant du bureau d'Emmanuel Macron. C'est vraiment manger son chapeau en direct devant les Français.
ça va très loin. Et donc, la seule question, c'est au moins, est-ce que ça marche ? Parce que si ça marche pas, en plus, je dirais, là, pour le coup, ça tourne au ridicule et à la catastrophe. Donc, si ça marche... C'est ça le risque. Mais je pense personnellement que la logique, c'est que Sébastien Lecornu retourne à l'hôtel de Brienne dans le prochain gouvernement qui doit être nommé dans les 48 heures. Car le président garde la main, c'est que les choses sont claires sur les affaires étrangères et sur la défense. Et donc, c'est Jean-Noël Barrot et Sébastien Lecornu qui sont relativement tranquilles. En revanche, pour le poste de Premier ministre, là, c'est une question majeure. C'est arriver à sortir de un homme ou une femme de Macron, parce que ça, c'est quelque chose d'acceptable, et de ne pas... Alors, on n'est pas de présidentiable et pas de chef de parti. Voilà, c'est ça, le profil. Et tout de même, quelqu'un capable de gérer un débat budgétaire à l'Assemblée nationale avec ce que ça représente, même si Roland Lescure a toute chance, lui aussi, de rester ministre des Finances dans ce schéma, parce qu'il est en bon terme avec les socialistes. C'est un point clé pour la discussion budgétaire à l'Assemblée. L'un des grands perdants de la période, ne nous y trompons pas, ce sont les Républicains. Bien sûr. Les Républicains, avec l'hallucinante position de Bruno Retailleau, claquant la porte parce qu'il entend le nom de Bruno Le Maire et qu'il dit qu'il n'était pas prévenu, et qui décide de sortir, affaiblissant dans ce dispositif les Républicains d'une façon, pour dire, s'affaiblissant lui-même, Bien sûr. car du coup il a perdu son statut, et en prenant la ligne Vauquier, alors qu'il l'avait battu 75-25 fin mai, je dois dire que c'est une des défaites en race-campagne les plus rapides que j'ai vues dans l'histoire politique française. Pour se faire reprocher le lendemain par Wauquiez d'avoir mis à mal les Républicains. Valérie Nataf. Juste un mot, il restera quand même un totem, si l'on en croit le Premier ministre, sur les augmentations d'impôts. Oui. Les Français n'en veulent pas, dit-il. Il faut une copie qui ressemble à quelque chose. On est la France quand même. Position aussi du Premier ministre sur la question d'une démission du président de la République. Il dit que ce n'est pas le moment de changer de président et il parle de la fonction. Il dit à quel point, de son point de vue, ce serait une atteinte à la fonction présidentielle si Isabelle Saporta, comme le suggérait Édouard Philippe, son ancien ami de 3 ans, Oui. eh bien, on portait atteinte à cela. Oui, c'est un petit pan sur le bec d'Édouard Philippe, ça c'est très clair. Et au fond, moi je trouve ça très respectable. J'ai été, moi, assez, pour tout vous dire à titre personnel, assez estomaquée en fait de voir monter au créneau tous les anciens premiers ministres d'Emmanuel Macron qui malgré tout doivent leur carrière professionnelle à Emmanuel Macron. Alors je sais que la trahison fait partie des usages politiques, je ne dis pas le contraire, mais quand même de là à aller dans un grand média national, RTL en l'occurrence, pour dire effectivement qu'il le poussait à la démission, j'ai trouvé ça vraiment baroque. J'ai trouvé ça assez choquant. Et la veille d'avoir Gabriel Attal qui disait « je ne le comprends plus », je trouve pas que la parole politique en s'en prend. Et on apprend toujours de la bouche du Premier ministre qu'Emmanuel Macron s'adressera aux Français. On pouvait le conjecturer. Et évidemment, sans doute que c'est là qu'on saura qui est ce Premier ministre dont on nous dit qu'il sera nommé dans les 48 heures, sans qu'on sache d'ailleurs si ça peut être Lecornu numéro 2 ou si ça peut être un profil plus à gauche ou plus éloigné du président de la République, puisqu'on comprend que dans beaucoup de camps, c'était ça une condition demandée. Pour sortir du bloquant, il faut débloquer. C'est aussi simple que ça. Et débloquer, ça passe par un certain nombre d'incarnations. Et si vous restez dans les mêmes incarnations, le mot débloquer ne fonctionne plus. Donc, mon pari, c'est Lecornu retourne à Brienne. C'est le siège du ministère des Armées. Pardon ? Qui comme Premier ministre, alors ? Moi, je pense qu'un profil hors des partis politiques, genre syndicaliste, est le meilleur profil possible dans la période actuelle. Vous votez Berger ? C'est un nom possible, mais il y en a d'autres parmi les syndicalistes. Vous en connaissez peut-être d'autres. Si effectivement, l'idée, c'est d'avoir comme symbole du virage du cap à gauche, le renoncement, ou allez, soyons polis, habillons les choses avec l'euphémisme de, c'est quoi ? Suspension de la réforme des retraites. Est-ce que ça peut faire monter dans le bateau des socialistes ? Est-ce qu'on peut imaginer pour vous que des socialistes montent dans une forme de coalition ? Non, il n'y a aucun socialiste. Déjà, ça va être très coûteux pour les socialistes de ne pas censurer, parce que comme on l'a dit, ils vont avoir une cristallisation de la gauche contre eux. Donc si en plus ils rentrent au gouvernement, non. Tout ce que vous pouvez acquérir des socialistes, si vous n'avez pas un socialiste à la tête du gouvernement, c'est un pacte de non-censure, probablement très temporaire. Eh bien,